contre, même un résident fiscal français qui détient un bien en Israël, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une priorité d'imposition dans le territoire où le bien se trouve. Nous avons le plaisir d'accueillir Nathanaël Cohen, que vous connaissez bien, du cabinet Natco, et Nathaniel Drey. Bonjour Nathaniel. Bonjour Cathy. Du cabinet Drey et Drey, voilà. Et aujourd'hui, puisque vous êtes là tous les deux, c'est un nouveau cabinet Drey et Natco. Voilà. Exactement. Enfin, Natco et Drey. Voilà, tout à fait. Donc bravo, Mazal Tov. Merci. Alors, Merci Cathy. On est ensemble aujourd'hui parce que il y a des sujets en matière de comptabilité, puisque c'est votre domaine, vous êtes tous les deux experts comptables, vous spécialistes en fiscalité, et puis vous maîtrisez l'art de la comptabilité pour tout ce qui concerne les Israéliens. Il y a un sujet qui revient et qui va faire du bruit, c'est les revenus locatifs d'un bien loué en Israël. Ça intéresse les Israéliens et aussi les touristes parce que ça bouge. On va commencer par une première question. Est-ce que tout le monde doit déclarer ses revenus locatifs aux impôts lorsqu'on loue un bien en Israël ? Alors la réponse est tout le monde. C'est-à-dire même un résident qui est résident fiscal français, par exemple. Un résident fiscal israélien qui détient un bien en Israël, c'est évident qu'il doit déclarer ses revenus locatifs en Israël. Par contre, même un résident fiscal français qui détient un bien en Israël, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une priorité d'imposition dans le territoire où le bien se trouve. Donc, c'est-à-dire qu'un Français qui est résident fiscal français, qui n'a même pas de théodat zéout israélienne, mais qui détient un bien en Israël, qui a investi dans un bien et qui le loue, il est obligé de déclarer ses revenus locatifs à l'administration fiscale israélienne en priorité. Non, alors j'imagine que c'est pas toujours facile à faire, donc la résidence fiscale, en fait, on s'en fiche, quoi. Tout à fait. La résidence fiscale n'entre pas en compte dans cette partie. Du moment que le bien se situe en Israël et qu'il est loué, il faut le déclarer à l'administration fiscale israélienne, que vous soyez résident fiscal israélien, français ou autre. Alors j'imagine qu'il y a des barèmes en fonction du montant des loyers, en fonction peut-être même de l'endroit où se trouvent les biens. Comment ça fonctionne ? Alors techniquement, il y a trois régimes, trois forfaits qu'on peut utiliser. Il y a un premier forfait qui est le forfait exonéré. C'est pour toute personne dont le montant des loyers mensuels ne dépasse pas 5 471 shekels par mois. Cette personne est totalement exonérée d'impôts et également exemptée de déclaration. Je mets une petite étoile ici, on va en parler après, parce qu'il va y avoir du changement sur cette partie-là. Ça, c'est la première solution, la première option. Il y a une deuxième option. Oui. La deuxième option, elle est connue, c'est l'option des 10%. Vous savez, en principe, on parle à des propriétaires qui louent leurs biens, ils me disent c'est très simple, 10%, par exemple, on perçoit des loyers à hauteur de 10 000 shekels par mois, annuellement ça fait 120 000, 10% de 120 000 c'est 12 000, qui sont à payer entre le 1er et le 31 janvier de l'année qui suit. On paye, on reçoit une chouma, c'est-à-dire un avis d'imposition, on paye ces 12 000 shekels, et on s'est acquitté de notre devoir de déclaration. Donc ça, c'est le forfait à 10%. C'est le plus simple, c'est ce que tout le monde connaît. C'est le plus connu. En principe, il y a des personnes qui ne connaissent que le 10%. Même, d'accord. Alors, mais encore faut-il s'être manifesté auprès des impôts, j'imagine. Ah, bien entendu. C'est-à-dire que ça ne vient pas tout seul. Ouais, bien sûr. Une personne, elle doit ouvrir son TIC, un dossier aux impôts, faire sa déclaration, préciser exactement le montant des loyers perçus durant l'année. Quand on dit une année, c'est du 1er janvier au 31 décembre. D'accord. Et établir sa déclaration et payer son imposition en fonction des loyers perçus. Bon, alors ça, c'est les deux premières options. Il y en a une troisième. Voilà. Il y a une troisième option qui est la plus intéressante. C'est une option qui va nous permettre de déduire les charges. Parce que dans l'option numéro 2, qui est le forfait à 10%, on n'a pas la possibilité de déduire des charges. Dans la troisième option, ça s'appelle le forfait réel. Et dans cette option, on va pouvoir déduire certains frais. Les frais les plus courants, ça va être les réparations, l'entretien, des petites rénovations que vous avez fait, éventuellement des travaux que vous avez fait dans l'appartement. Si vous avez un gestionnaire, un agent immobilier qui s'occupe du bien, on va pouvoir également déduire ces frais. Si vous avez un avocat qui s'est occupé de la rédaction du bail, on va également pouvoir déduire ces frais. Donc ça, c'est ce que j'appelle les frais classiques, les frais courants. Et ça peut aller plus loin. Ça peut aller plus loin, on va le voir tout de suite. Il y a également, dans le cadre des frais classiques, il y a parfois, vous avez des mois vides, des mois d'inoccupation entre deux locataires. Et à ce moment-là, c'est vous qui deviez payer la Arnona, donc la taxe municipale. C'est vous qui deviez payer les charges de copropriété, éventuellement l'électricité pendant ces mois. Ça va être également des frais qu'on va pouvoir déduire de vos revenus locatifs sur l'année en cours. Et également les deux frais
principaux qui vont être les intérêts bancaires sur un éventuel crédit que vous auriez pris pour financer l'achat du bien. Et on sait tous que les intérêts ont explosé sur les 12 derniers mois en Israël. Donc la proportion à pouvoir déduire les intérêts est très importante. Et enfin, et c'est là le frais le plus important que l'on va pouvoir déduire, c'est l'amortissement du bien. On va prendre un certain pourcentage, 2,7% du prix d'achat initial du bien, auquel on va rajouter tous les frais que vous avez payés lors de l'acquisition, l'avocat, la taxe d'acquisition, l'agent, éventuellement un expert. Tous ces frais-là vont nous permettre de reconstituer la valeur d'achat initiale du bien. Et sur cette valeur, on va pouvoir déduire 2,7% par an pendant 25 ans. Ça me paraît vraiment hyper intéressant et on a l'impression que c'est même plus intéressant que le forfait à 10%. Oui, mais sans même rentrer dans des chiffres vraiment pour préciser des revenus locatifs par exemple. Il a parlé de 2,7%. Nathaniel vient de préciser 2,7% d'amortissement. Une rentabilité en Israël sur un bien immobilier de location de longue durée. Vous allez parler à n'importe quel agent immobilier ou investisseur. Un bien en principe génère entre 2,5 et 3% de rentabilité annuelle. Donc les revenus sont entre 2,5 et 3%. Pas plus. Et on parle déjà d'un frais de 2,7%. C'est-à-dire dans la plupart des cas, rien que l'amortissement, sans même rentrer dans les frais annexes au bien, entre l'amortissement et les intérêts bancaires, c'est sûr que ça couvre tous les revenus et donc on peut se retrouver dans énormément de cas à ne rien payer. Ouais, c'est ça qui paraît affolant. Bon, alors, j'imagine que les gens choisissent la solution à 10% parce que c'est la plus simple, qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête, qu'ils connaissent pas forcément... Ils sont peut-être pas informés. Voilà, et puis j'imagine que pour déduire les amortissements, les non, frais... Non, mais dans 10%, on ne peut pas déduire de frais, Cathy, non, c'est très important. j'ai compris, mais je veux dire que dans la troisième solution, la déclaration au forfait réel, il faut quand même avoir des papiers, il faut être bien organisé, il faut pouvoir... ça nécessite quand même un certain travail. Il y a un travail, on va dire un mini compte de résultats qui doit être présenté tous les ans et qui doit être joint en annexe à votre déclaration. Ce travail-là, il n'est pas fait par le client lui-même, c'est fait par un expert comptable. Bien sûr. Le client, en général, ce qu'il doit nous donner, c'est le contrat d'achat initial du bien. En général, c'est l'avocat qui détient une copie. Et avec cet élément, on a déjà la possibilité de reconstituer la dépense principale. C'est, je le répète, l'amortissement sur le prix d'achat initial. Après, bien sûr, s'il a un intérêt parce qu'il a un crédit bancaire en cours, il contacte sa banque, elle lui donne le montant des intérêts qu'il a payés. Mais le travail du client lui-même, c'est pas plus compliqué. Il doit simplement nous donner son contrat d'achat et une fois par an, nous remettre les frais inhérents à la location de cet appartement. Bon, alors on parle de ce point parce que apparemment ça bouge et je crois que l'État d'Israël, avec le fait qu'il n'y ait pas d'obligation déclarative quand on gagne par ces revenus qui sont loués moins de 5 471 shekels, il n'y a pas d'obligation déclarée, ils se sont rendus compte que les gens jouaient avec les lignes. Par exemple, j'imagine ceux qui avaient plusieurs biens à moins de 5 000 shekels par mois. Voilà, il faut bien préciser. Il se passait quoi dans ce cas-là ? Alors, dans ce cas-là, les gens ont joué un petit peu à pas vu, pas pris, c'est-à-dire qu'ils avaient 2 biens qui étaient loués à 5 000, par exemple, et ils se sont dit, les 2 sont en dessous du seuil, je ne déclare pas. Israël se sont rendus compte qu'il y a plusieurs personnes qui ne faisaient légal. pas... non, parce qu'on prend l'exonération de 5 471. C'est hyper important de préciser que 5 471 shekels, c'est pas sur un bien. Il y a beaucoup de personnes qui me disent très bien, alors je vais en louer 3 à 3 000. Non, voilà, ça marche pas. Les impôts, il faut savoir quelque chose, que les impôts calculent toujours annuellement. Même les impositions à la source sur un salaire, c'est toujours sur un revenu annuel. De la même façon dans les locations. Donc on fait la somme des 3. On fait la somme des revenus totaux locatifs qu'on a perçus et générés pendant l'année et on voit est-ce que la personne a dépassé le palier de 5 471 shekels ou non mensuel. À partir du moment où on a dépassé ce palier de 5 471 shekels, on est obligé de déclarer et donc de choisir quel modèle d'imposition. Et comme vous l'avez sûrement compris, en 90% des cas, c'est justement le modèle du forfait au réel qui est, dans la plupart des cas, le plus intéressant. Et alors, apparemment, il va y avoir une nouvelle loi. Effectivement, je rebondis là-dessus. Il va y avoir une nouvelle loi qui a été déposée à la Knesset, qui va être votée dans les prochains jours et qui va effectivement obliger toute personne qui a des revenus locatifs en Israël de déposer une déclaration fiscale annuelle, peu importe qu'il soit au-dessus ou en dessous du seuil. On n'aura pas forcément des impôts à payer si on touche moins de, on va dire, 5 471 shekels, mais il faudra quand même déclarer. L'exonération, elle reste en place, mais l'exemption de déclaration, elle va disparaître. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont au-dessus de ce palier ? Pour la majorité des gens, en règle générale, ils vont déclarer leur forfait à 10%. Pour ces gens-là qui ont l'habitude de payer ce forfait, on a une bonne nouvelle, c'est qu'ils vont pouvoir remonter sur les 6 dernières années et demander une déclaration rectificative à l'administration fiscale et appliquer le forfait réel. Dans ce cas-là, les impôts vont pouvoir leur rembourser l'intégralité
des impôts qu'ils auraient payés selon le forfait à 10%. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est très important pour essayer de conclure et simplifier la chose par rapport aux 10%, c'est que le maximum qu'on aura payé, c'est au maximum 10%. Donc les gens ne perdent rien à essayer et à vérifier quelle est la simulation la plus optimale pour eux. Donc vous, votre conseil, en gros, à tous les deux, c'est plutôt d'essayer de vérifier si cette option du forfait réel est plus intéressante. Tout d'abord, c'est une obligation de vérifier, parce que le forfait à 10%, c'est le forfait le plus simple, mais comme l'a dit Nathanaël, c'est le forfait qui coûte le plus cher. Donc potentiellement, on peut payer moins que 10%, voire zéro, et on peut surtout aller récupérer sur les 6 dernières années les impôts qui auraient été payés entre guillemets à tort. On peut choisir dans la même année, pour un bien A, d'utiliser le forfait à 10%, pour un bien B, d'utiliser le forfait réel. On peut faire un mélange d'année en année, on peut choisir la méthode qu'on va utiliser pour chaque bien. S'il y a une année où on a eu beaucoup de travaux, par exemple, on va pouvoir choisir le forfait réel, puis l'année suivante, on va repasser au forfait à 10%. Lorsque Nathaniel vient de dire justement récupérer, ce n'est pas seulement récupérer le montant de l'imposition qui a été payé, mais c'est récupérer le montant de l'imposition qui a été payée en annexant un intérêt annuel de 4% plus inflation. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez placé votre argent ces 6 dernières années aux impôts à un taux de 4% plus inflation. Mais les impôts rajoutent 4%. Les impôts en Israël, quand ils remboursent, ils rajoutent toujours 4% d'intérêt plus l'inflation. Il faut savoir aussi que si c'est vous qui devez compléter, vous devez payer, en plus du capital, 4% d'intérêt plus inflation. Ça marche dans les deux sens. Dans les deux sens. Bon, bah, c'est plutôt sympa que ça marche aussi du côté des impôts. Donc, mais ça marche dans le sens des remboursements. Juste pour préciser, hein, on a compris que ça a l'air vraiment très avantageux, d'autant que les intérêts bancaires sont très importants ces derniers mois. Donnez-nous un exemple. J'imagine que vous avez des cas, des gens qui vous appellent en disant, bah voilà, j'ai d'abord ceux qui ont oublié de déclarer, qui n'ont pas encore déclaré. Avant Il y en a même pas mal. Là, on va en parler. Déjà ceux qui ont déclaré. Alors, on va commencer par ceux qui ont déclaré. Vous avez un exemple à peu près pour qu'on se rende compte? On a plusieurs exemples. On a une personne qui gagne 600 000 shekels de revenus locatifs par an. Donc, selon le forfait à 10%, il avait l'habitude de payer 60 000 shekels tous les ans. Quand on a étudié son cas, on s'est rendu compte qu'il devait payer 0 grâce à l'utilisation du forfait réel parce qu'il a beaucoup de crédits et il a des frais de gestionnaire, etc. Donc, on a fait une déclaration rectificative aux impôts. Les impôts lui ont remboursé 360 000 shekels, c'est-à-dire 60 000 sur 6 ans. Et ils ont rajouté effectivement les 4% plus l'indexation. Donc ça, c'est un exemple classique d'un cas qui avait l'habitude de payer à 10% et qui a récupéré l'intégralité des impôts, plus le placement qu'il avait fait, comme l'a dit Nathanaël, aux impôts. Alors, vous avez pris un exemple important, parce que 600 000 shekels de loyer par an, c'est pas tout le monde, mais ça marche pour tout le monde. C'est pas le cas de monsieur tout le monde, mais ça marche même avec une personne qui a 20 000 shekels de revenus locatifs par mois, 15 000 shekels, 10 000 shekels. Toute personne qui va dépasser les 5 471 shekels et qui avait l'habitude de payer à 10% peut potentiellement récupérer l'intégralité des 10% qu'il a versés. Et ça peut aller loin, par exemple, quelqu'un qui a un dégât des eaux chez lui, qui doit faire venir des experts, qui doit payer, tout ça, ça compte? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de limite. Si c'est des frais qui sont annexes à l'appartement, on n'a pas de problème. Mais ça, encore une fois, Katie, c'est pour les personnes qui ont déclaré, mais mal déclaré à nos yeux. Vous avez posé tout à l'heure la question pour ceux qui n'ont pas déclaré. Eh ben oui, parce que pour ceux qui n'ont pas il y en a beaucoup. Non, mais je pense par exemple aux touristes. Franchement, c'est déjà compliqué pour les Israéliens. Alors, les touristes qui vivent en France, qui ont un appartement, allez, on va dire à Eilat, à Tel Aviv, qui le louent un jour oui, un jour non, on va dire quelques mois dans l'année, qui en profitent l'été. Est-ce que eux aussi doivent déclarer? Bien entendu, mais il faut faire attention. Les 3 modèles d'imposition qu'on a évoqués là il y a quelques instants, c'est concernant la location de longue durée. Un jour oui, un jour non. Là, on est passé en location saisonnière. Okay. Donc, qui dit location saisonnière dit qu'il y a plus de 10%. On est obligé de passer au forfait réel quoi qu'il se passe. Ah, ça c'est obligatoire. Ça existe déjà. Ça ne s'appelle plus des revenus fonciers, ça devient des revenus commerciaux. Parce que le Airbnb, étant donné que le propriétaire souhaite maximiser ses revenus chaque mois, donc ça devient un business. C'est pas 12 chèques qu'il encaisse, qu'il laisse à la banque et qu'il est tranquille. Mais vous avez parlé d'un touriste. Mais avant même de parler du touriste, qui a un double problème, parce qu'il y a un problème aussi par rapport à la France, si jamais un jour il souhaite régulariser, si jamais il n'a pas régularisé son bien. Mais un Israélien qui n'a pas payé, qui n'a pas régularisé, il peut aller se tourner vers les impôts vont vous dire, aujourd'hui, il n'y a plus de régularisation spontanée. Vous savez, on a souvent parlé du Gilui Meratzon, on avait parlé du Gilui Meratzon. Ça n'existe plus, ça? Ça n'existe plus, mais ça existe. Ça n'existe plus de manière officielle, mais avec certaines relations qu'on a avec l'administration fiscale, on a la possibilité de manière au départ anonyme de présenter le cas à l'administration fiscale, d'appuyer le cas avec nos calculs et d'expliquer qu'il n'y a pas une intention de fraude de la part du propriétaire, mais un défaut d'information ou une incompréhension, les connaissances de la loi, tout à fait. Et dans ce cas-là, les impôts
de manière générale officielle, n'ont pas forcément le droit, mais avec nos relations, on a la possibilité d'aller faire des régularisations spontanées, anonymes au départ, et puis si ça convient à toutes les parties, on rajoute les noms du propriétaire pour qu'il puisse déclarer rétroactivement sur les 6 dernières années les revenus locatifs qu'il a perçus en Israël. D'accord, donc le conseil, en gros, pour ceux qui n'ont jamais déclaré, c'est d'essayer de régulariser. Anonymement, on comprend souvent la méfiance des propriétaires qui vont dire non, on veut pas, on a peur de rentrer dans ce système, on ne sait pas à quoi s'attendre, si on a du pénal derrière, après, etc. Forfait au réel, en anonyme, vraiment, le client a tout à gagner, quoi. C'est-à-dire, il n'a rien payé, quoi. Rien payé en déclarant. Et qui dit déclarer, donc il ne faut pas avoir peur. Au-delà de ne pas avoir peur, il faut vraiment, c'est notre conseil. Et cette solution existe et généralement, il n'y a pas ou presque pas d'impôt à payer en utilisant le forfait réel. Donc autant en même temps, c'est votre travail, quoi. C'est en même temps notre faire travail. Gagner de l'argent à ses clients. Et on est là pour optimiser. Voilà, exactement. C'est ça. Mais nos honoraires sont vraiment minimes par rapport à ce qu'ils peuvent gagner, croyez-moi. Le touriste, justement, vous savez, on assiste à beaucoup de cas, depuis l'échange d'informations bancaires entre les comptes, à beaucoup de cas de personnes qui souhaitent aujourd'hui être tranquilles, régulariser leurs biens en France, les biens israéliens en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Régulariser face à l'administration fiscale française le fait qu'ils sont propriétaires de biens en Israël. Exactement. Okay. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir déjà, je vais dire ça de façon hyper claire, générale, on va dire ça comme ça, d'avoir régularisé en Israël, c'est déjà un énorme pas dans la régularisation par rapport à la France. Étant donné que même selon les conventions, la priorité d'imposition, comme j'ai dit tout à l'heure, appartient au territoire où se trouve le bien, donc d'avoir déclaré et régularisé en Israël... Et payer ses impôts. Et payer ses impôts ou pas payer avec le forfait, ouais, prouve une sorte de bonne foi déjà. C'est une personne qui n'a pas essayé de frauder des deux bien côtés, sûr, en pensant, par exemple, dans plein de cas, vous savez, les fiscalistes français, ils peuvent vous le confirmer, ils vont vous dire, la personne a payé ses impôts, il a payé sur ses revenus locatifs, mais il pensait qu'il était seulement assujetti à l'administration israélienne. Voilà, puis comme on sait qu'il y a une convention évitant la double imposition entre la France et Israël, quand on a payé ses impôts en Israël, normalement, on est tranquille. Tout à fait, quand on a déclaré. Déclarer ne veut pas dire payer. Exact. Ça, c'est le slogan d'aujourd'hui. Déclarer ne veut pas dire payer. Exactement. Ok, on a bien compris, vous conseillez aux gens de se manifester face à l'administration fiscale. Mais je me demande comment ils peuvent être au courant après tout. Les touristes, parfois qui ont des appartements, etc., ils sont très nombreux. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'ils sont vraiment dans le coup, les impôts israéliens? Déjà, on va essayer de séparer la question en 2 pôles. Il y a le pôle Airbnb, comme on a parlé tout à l'heure, ceux qui louent en location saisonnière, et il y a les personnes qui louent en location longue durée. Okay. Concernant la location saisonnière, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2016, les impôts ont rendu la non-déclaration de location pénale. Ils ne voulaient plus entendre « Ah, j'avais un bien en courte durée, je l'ai déclaré en longue durée. » Ils ne supportent plus ces réponses comme ça. Donc, ils en ont fait vraiment leur proie. Les propriétaires, c'est devenu la proie des impôts. Quand je vous dis la proie, il y a eu des exemples vraiment fous que des inspecteurs d'impôts ont commandé des séjours sur Airbnb et ils sont arrivés, ils se sont mis en face du propriétaire, ils ont dit « Aucune déclaration ». C'était eux les touristes. Alors comment ils font? Ils ont une unité qui s'occupe. Pour le Airbnb, ils ont une unité vraiment qui sont hyper sophistiqués. Ils rentrent sur Airbnb directement, ils vérifient. Et on parle aussi d'une synchronisation entre Airbnb et l'imposition directement. C'est-à-dire qu'il y aurait directement une imposition à la source effectuée par Airbnb. Ce qui est vraiment, ils sont main dans la main. Les impôts sont très développés. Aujourd'hui, c'est facile. On rentre sur les sites. Mais ça, c'est pour les locations courte durée. Et pour les locations longue durée, c'est pareil? Pour la longue durée, c'est encore plus simple. Aujourd'hui, dans la majorité des cas, quand on va louer son bien en location longue durée, c'est le locataire qui va payer la Arnona, c'est le locataire qui va payer l'eau, l'électricité. Et il y a un croisement d'informations automatique entre les municipalités et l'administration fiscale israélienne. Donc Israël savent qu'à telle adresse, eh bien, il y a un nom différent qui est inscrit à la Arnona ou à la compagnie d'électricité par rapport au nom qui est inscrit au cadastre. Bon, alors vous avez tout intérêt à vous manifester et à régulariser tout ça, puis vous allez être bien aidés, ne vous inquiétez pas. Avec tout ce qu'on vous a appris aujourd'hui, vous n'allez même pas payer d'impôts. Donc ça, c'est plutôt c'est l'objectif. En tout cas, c'est l'objectif. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci Cathy.